Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Xavier Harel, journaliste d'investigation à la Tribune, qui est l'auteur d'un ouvrage Afrique, pillage à huis clos, chez Fayard en 2006, qui traite des problèmes de corruption liés au pétrole en Afrique. Monsieur Harel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Pourriez-vous nous décrire les mécanismes de cette corruption que vous décrivez dans votre ouvrage lié au pétrole en Afrique? Quel pays cela touche-t-il? Alors, le point de départ de l'ouvrage était de noter le paradoxe qu'il y avait à la fois du côté des pays riches ou du G20 qui se mobilisent en faveur de l'Afrique sur le thème de l'augmentation de l'aide publique au développement et qui en même temps refusent de lever le voile sur la corruption absolument débridée qui règne dans l'exploitation des ressources pétrolières et minières en général en Afrique. Or, l'évaporation de la rente pétrolière se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de dollars et comblerait aisément les besoins de financement public. Donc le point de départ était un petit peu de souligner ces disparités qu'il pouvait y avoir entre un discours à la fois généreux, la main sur le cœur, il faut faire quelque chose pour le continent, et puis de l'autre, le refus de lever le voile sur la corruption dans les industries minières en Afrique. Quel pays d'Afrique plus particulièrement? Alors, évidemment, les pays les plus affectés par ces problèmes sont les pays d'Afrique centrale, qui sont de gros producteurs de pétrole. Donc, il y a le plus important est le Nigeria, il y a également la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, qui sont tous des pays producteurs de pétrole importants et qui sont tous touchés par cette même maladie de la corruption et de l'évaporation de la rente pétrolière. Qui est en cause finalement? Alors, c'est évidemment le point de départ du livre, c'est ce paradoxe qu'il y a à la fois à vouloir aider le continent et en même temps à refuser de lever le voile ou de regarder de plus près des pratiques absolument détestables des grandes compagnies pétrolières, mais aussi de grandes banques françaises, ainsi que du rôle joué par les paradis fiscaux dans l'évaporation de cette rente pétrolière. Quels sont les mécanismes en fait qui permettent cette corruption? Alors, les mécanismes sont extrêmement nombreux. Il faut savoir, alors il y a évidemment le rôle des compagnies pétrolières, il y a le rôle des banques, et il y a le rôle des paradis fiscaux. Alors, on va commencer par les compagnies pétrolières. L'affaire Elf, qui a été jugée assez récemment, seuls les aspects paillettes, finalement, seuls les aspects abus de biens sociaux ont été jugés. En revanche, le système de corruption généralisé mis en place par la compagnie Elf à l'époque, lui, n'a jamais été jugé, puisqu'à l'époque, ces pratiques, aussi curieux que ça puisse paraître, étaient légales. Jusqu'en 1997, de grandes compagnies avaient le droit de verser des commissions pour obtenir des marchés à l'étranger. Ces systèmes de corruption mis en place par Elf, qui ont été révélés pour le Congo, le Cameroun, le Gabon, sont les suivants. Il y a la première partie qui sont les bonus occultes, c'est-à-dire qu'au moment de l'attribution d'un permis pétrolier, c'est-à-dire la possibilité pour une compagnie pétrolière de faire de l'exploration et si elle fait des découvertes, de produire ce pétrole, donne lieu au versement de bonus. Alors il y avait une partie officielle des bonus qui allait dans les caisses des États et puis une partie officieuse qui finissait sur les comptes en banque d'un certain nombre de chefs d'État africains. Ça c'est la première chose. Ensuite vous aviez ce qu'on appelle les abonnements. C'est-à-dire que Elf produisait le pétrole, mais le commercialisait également. Et donc le principe était très simple, c'était que Elf commercialisait, achetait le pétrole au Gabon en dessous de son prix de marché, le revendait au prix de marché, et s'il y avait 2 dollars par exemple de bénéfices qui étaient réalisés de cette façon, eh bien il y avait 1 dollar par baril qui était reversé sur les comptes de Sassou, Bongo ou Biya, si on prend uniquement le cas de l'affaire Elf. Enfin, le troisième aspect, le troisième mode de détournement le plus fréquent sont les préfinancements qui sont accordés par les banques. Alors là, on rentre dans des modèles un peu plus compliqués, mais l'idée en fait c'est une avance, au départ c'est une simple avance de trésorerie qui est faite à la société pétrolière ou à l'État pour des livraisons futures de pétrole. Eh bien, ces préfinancements qui étaient accordés par les grandes banques françaises permettaient de gagner énormément d'argent sur les intérêts au détriment de l'État, mais au bénéfice d'un certain nombre de sociétés occultes rattachées au régime. Quelles sont les conséquences finalement de ce système? Eh bien, ce qui est absolument effrayant, c'est que à la fois des milliards de dollars s'évaporent de cette façon au bénéfice de régimes. C'est de l'argent qui évidemment pourrait être utilisé utilement pour faire de la santé, de l'éducation, des infrastructures ou que sais-je. Du développement. Ou du développement tout simplement, oui. Et donc cet argent permet
financer un train de vie absolument débridé d'un certain nombre de régimes d'Afrique centrale. L'autre aspect, évidemment, des pays pétroliers, c'est que celui qui a la main sur la manne pétrolière, il faut bien savoir que, si vous prenez le cas du Congo, du Gabon ou de la Guinée équatoriale, les recettes pétrolières représentent 80 à 95% des recettes fiscales et des recettes d'exportation. Donc celui qui contrôle la manne pétrolière contrôle tout le pays. Et donc vous êtes dans des pays où il est quasiment impensable d'imaginer une alternance démocratique. Celui qui a la manne celui qui a le contrôle sur la manne pétrolière a le contrôle sur l'ensemble du pays. Et donc la seule alternative finalement, dans le cas pour qu'il y ait le seul moyen qu'il y ait une véritable alternance, finalement, ce sont de simples coups d'État, puisque celui qui a la main sur la manne peut financer l'ensemble de la société, redistribuer et s'assurer d'être réélu dans n'importe quelle condition. C'est un alternant, non seulement le développement, mais aussi la démocratie. Que peut-on faire pour remédier à ce problème de corruption Alors la lié au corruption pétrole? aime l'ombre. Et évidemment, tout cela n'est possible qu'en raison de l'extrême opacité qui entoure l'industrie pétrolière, qu'il s'agisse des permis, des contrats pétroliers qui restent toujours confidentiels et qui là aussi permettent, vous pouvez tout à fait avoir des contrats pétroliers totalement léonins pour les États, mais en contrepartie, le régime qui signe ces contrats touche une partie de l'argent. Le principal enjeu, c'est évidemment la transparence. Il y a une campagne qui a été lancée par une ONG britannique qui s'appelle Publiez ce que vous payez, qui a été rejointe par des centaines d'ONG dans le monde. Le principe en est très simple. Ça consiste à obliger légalement à contraindre les grandes entreprises minières ou pétrolières qui exploitent du pétrole ou des ressources naturelles dans le monde entier à publier ce qu'elles versent effectivement à chaque État. Dès lors qu'elles rendent ces chiffres publics, eh bien, des détournements importants deviennent impossibles. Que pensez-vous de l'initiative qui avait été lancée pour les industries extractives il y a quelques années? L'initiative EITI reprend un peu le principe de Global Witness, enfin le principe de la campagne Publiez ce que vous payez, mais elle se fait sur une base du volontariat. Le principe est simple, il s'agit de réconcilier ce que reçoivent les États avec ce que versent les compagnies pétrolières. Le problème, c'est qu'elle se fait sur la base du volontariat. Donc les pays qui n'ont pas de problème de corruption, de détournement important, eh bien, y ont adhéré et ont rendu des chiffres et ont publié ces chiffres, et donc ça fonctionne assez bien. En revanche, les pays pour lesquels la transparence serait la plus nécessaire, eh bien, traînent les pieds. L'initiative a été lancée en 2003. On n'y voit toujours pas beaucoup plus clair dans les comptes du Congo, du Gabon ou de la Guinée équatoriale. Quelque part, la classe politique française est un peu coupable du sous-développement de l'Afrique de manière indirecte. De ce point de vue-là, oui, il y a une immense hypocrisie. Il y a d'un côté la main sur le cœur, dire qu'il faut faire quelque chose pour le continent, et de l'autre laisser perdurer ces systèmes de corruption généralisée qui, d'une part, entraînent des détournements absolument colossaux au détriment des populations et maintiennent en place des régimes infréquentables et qui n'ont pas le souci du développement comme objectif. Monsieur Harel, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Afrique, pillage à huis clos, aux éditions Fayard en 2006. Merci.